la pathologie carotidienne qui est en étroite relation, d'accord, carotide interne et carotide externe. Donc la carotide externe, rapidement après sa naissance, après la bifurcation carotidienne, elle va donner naissance à plusieurs branches. D'accord? Ces branches, ils vont assurer la vascularisation de la face. D'accord? Donc l'artère thyroïdienne supérieure, l'artère linguale, l'artère faciale, l'artère temporale, l'artère occipitale, etc. D'accord? Mais la carotide interne, donc elle va continuer son trajet, elle va pénétrer dans le crâne à travers le canal carotidien, d'accord? Et elle va décrire un trajet en S, ce qu'on appelle le siphon carotidien, et de là, donc elle va donner naissance artère ophtalmique, qui est une branche collatérale, et d'ailleurs c'est la seule branche collatérale de l'artère carotide. Donc l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne ou artère sylvienne. D'accord? Mais est-ce que seulement ces branches qui vascularisent l'encéphale? Non. Donc l'artère cérébrale postérieure, elle vient d'où? Donc de l'artère vertébrale. Donc il y a un peu en arrière les deux artères vertébrales qui sont des branches de la sous-clavière, mais qui peuvent naître, dans quelques rares cas, directement de l'aorte. Donc ils vont cheminer à travers les trous transversaires, ils vont pénétrer dans le crâne, ils vont se relier, les deux artères vertébrales, ils vont former ce qu'on appelle le tronc basilaire, d'accord? Et ce tronc basilaire, il va se diviser pour donner les artères cérébrales postérieures. Alors entre les deux artères cérébrales antérieures, il y a une artère qui fait communiquer les deux. C'est ce qu'on appelle l'artère communicante antérieure. Et entre la carotide interne et les cérébrales postérieures, il y a ce qu'on appelle les artères communicantes postérieures. Alors les artères cérébrales antérieures, postérieures, carotide interne avec les communicantes, qu'est-ce qu'ils vont former? Le polygone de Willis. Alors quel est le rôle du polygone de Willis? Donc c'est une sorte de suppléance, c'est-à-dire même si on a un bas débit ou même parfois un arrêt complet au niveau d'un tronc, la vascularisation, elle va être assurée par les autres troncs. D'accord? Alors, on va commencer. Alors, la pathologie carotidienne, donc il y a la pathologie athérosclérose qui est la plus fréquente, comme toutes les autres artères de l'organisme, donc la pathologie athéromateuse, mais il y a aussi les dissections carotidiennes, la pathologie tumorale. Donc la pathologie athéromateuse, elle constitue à peu près 95% de la pathologie carotidienne. C'est pour ça que la majeure partie de ce cours, elle va être consacrée à la pathologie athérosclérose carotidienne. Et en fin du cours, on va voir brièvement la dissection carotidienne et les chémodectomes. Alors les accidents vasculaires cérébraux représentent la troisième cause de mortalité dans les pays industrialisés. Donc après l'infarctus du myocarde et les cancers. Donc c'est la troisième cause de mortalité. C'est une cause majeure de morbidité et d'invalidité. Pourquoi? Parce qu'un patient qui fait un déficit hémicorporel, donc il va rester invalide, il ne va pas rejoindre de travail avec toutes les conséquences socio-économiques qui en résultent. Alors à titre d'exemple, donc aux États-Unis, 500 000 cas d'AVC par an. En France, 140 000 cas. Alors quelles sont les causes de l'AVC ischémique? Est-ce que vous avez déjà vu les cours fait les cours de neurologie? Bon, c'est l'occasion de les voir, mais vous allez faire une révision par la suite dans les cours de neurologie. Donc les causes d'un AVC ischémique, dans 30% des cas cardiaques, d'origine cardiaque, c'est-à-dire un patient qui fait des troubles de rythme et qui envoie des emboles dans les carotides ou les branches des artères carotides. L'obstruction des petits vaisseaux, ce qu'on appelle les accidents vasculaires lacunaires, c'est 20%. Les dissections carotidiennes, 20%. Mais la dissection carotidienne, c'est l'apanage du sujet jeune. Un sujet jeune, inférieur à 40 ans, âgé de moins de 40 ans,
qui fait un AVC ischémique, il faut penser à beaucoup d'étiologies. Entre autres, il faut penser à la dissection carotidienne. Il y a des causes qui sont rares, les vascularites cérébrales, par exemple la maladie de Takayasu, elle peut donner un AVC ischémique, les thromboses des sinus veineux, les thrombophilies, d'accord, et 15% de causes indéterminées. Alors la place de la plaque d'athérome carotidienne dans ces AVC ischémiques, elle est de 20 à 25%. C'est-à-dire, un patient sur 4 ou un patient sur 5 qui fait un AVC ischémique, c'est suite à une sténose athéromateuse. Vous êtes aux urgences, vous recevez 5 patients qui font un AVC ischémique. Un parmi ces 5 patients, il a une sténose carotidienne, d'où l'intérêt d'y penser, premièrement, et de réaliser les examens complémentaires nécessaires pour confirmer l'existence de cette plaque d'athérome carotidienne. Alors, la sténose carotidienne, elle est d'origine athéromateuse dans 90% des cas. Dans les 10% qui restent, donc il peut s'agir d'une artérite inflammatoire, on a déjà cité la maladie de Takayasu. La maladie de Horton, elle aussi, dans de rares cas, elle peut donner une sténose carotidienne. Les dysplasies fibromusculaires, alors qu'est-ce que ça veut dire dysplasie fibromusculaire? C'est une modification de l'architecture de l'artère. Elle peut siéger soit au niveau de l'intima, soit au niveau de la média, et c'est la plus fréquente, la dysplasie fibromusculaire de la média, soit au niveau de l'adventice. Donc une surproduction du fibre d'élastine qui va conduire à des sténoses, des dilatations qui vont donner par la suite un aspect en chapelet. Alors l'artère la plus touchée par la dysplasie fibromusculaire, c'est l'artère rénale en première position. Donc en deuxième lieu, c'est l'artère carotide. Et il y a bien sûr les sténoses radiques. Les patients qui sont opérés pour tumeurs cervicales ou des tumeurs de la face et qui reçoivent de la radiothérapie par la suite, ils peuvent sténoser leurs artères carotides. Alors toujours dans le rappel anatomique, sur ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? Donc le sternum, les clavicules, la crosse de l'aorte et donc première branche de la crosse de l'aorte, le tronc artériel brachiocéphalique, d'accord, qui va se diviser à la hauteur de la quatrième vertèbre cervicale, C4, sachant qu'il y a des variantes anatomiques. Il y a des bifurcations qui sont basses et des bifurcations qui sont hautes, mais généralement, la bifurcation carotidienne, elle est à la hauteur de C4. Donc elle va se diviser en 2 branches. La carotide externe, qu'on voit ici. Donc la carotide externe, avec sa première branche qui est l'artère thyroïdienne supérieure, et la carotide interne. Donc la carotide interne qui va donner naissance à l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne ou sylvienne. De l'autre côté, donc on voit l'artère vertébrale, la pénétration de l'artère vertébrale dans les trous transversaires, et là l'artère vertébrale droite, elle va se joindre à l'artère vertébrale gauche pour former le tronc basilaire qui va se diviser pour donner les artères cérébrales postérieures. Alors, entre les carotides, les cérébrales antérieures et les cérébrales postérieures, il y a ces communicantes postérieures et cette communicante antérieure pour former ce qu'on appelle le polygone de Willis qui joue un rôle très important dans la suppléance de la vascularisation cérébrale. Alors, les suppléances, ce n'est pas aussi simple que le polygone de Willis. Alors, ce schéma, il y a des anastomoses entre les branches de la sous-clavière et les branches des carotides, entre les branches des artères carotides externes. Donc il y a beaucoup de suppléances au niveau de la région faciale, de la région cervicale et au niveau de l'encéphale. Alors sur ce schéma, on voit le polygone de Willis, donc la carotide cérébrale antérieure, tronc basilaire cérébral postérieur, communicante postérieure et les communicantes antérieures. Donc une coupe cadavérique qui montre le polygone de Willis. Alors sur le plan physiopathologique, cette sténose athéromateuse carotidienne, elle siège dans 70% des cas au niveau du bulbe carotidien. Donc le siège de prédilection, le siège principal, donc c'est la bifurcation carotidienne, mais il y a d'autres localisations qui sont rares. Alors quels sont les mécanismes de
l'AVC ischémique. Quels sont les mécanismes de l'AVC ischémique sur une sténose carotidienne? Donc on va faire un schéma. Donc on va dessiner une carotide primitive, d'accord, qui va se bifurquer en deux branches. Donc, artère carotide externe, artère carotide interne et artère carotide commune. Donc, comme toutes les autres plaques d'athérome, donc elle va se développer progressivement, cette plaque d'athérome, au niveau du bulbe carotidien. Réduisant ainsi la lumière de l'artère carotide interne et réduisant le débit de perfusion cérébrale. Alors il y a deux théories. La première théorie, c'est une théorie hémodynamique. Théorie. Deux mécanismes, pardon. Le premier mécanisme, donc c'est un mécanisme hémodynamique. C'est-à-dire que la plaque d'athérome, elle va augmenter de taille, et elle va réduire de manière significative le débit de perfusion cérébrale, ce qui va donner un AVC ischémique. Mais comme on l'a vu dans le rappel anatomique, il y a beaucoup de suppléance. Même si la sténose est très serrée, il y a une carotide de l'autre côté qui est perméable, et il y a des vertébrales qui est perméable. Donc ce mécanisme hémodynamique, il est rare. Le mécanisme le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le mécanisme thrombo-embolique. C'est-à-dire que cette plaque, elle va augmenter de taille, parfois elle peut envoyer des petits fragments qui vont migrer dans le sens du sang et qui vont obstruer de petits vaisseaux, donnant ainsi un AVC. D'accord? Cette plaque-là, elle peut s'ulcérer, d'accord, et envoyer un gros fragment. Elle peut se rompre, d'accord? Donc c'est des complications de la plaque. C'est ce qu'on appelle le mécanisme thromboembolique, et c'est le mécanisme le plus fréquent qui va être à l'origine de l'AVC ischémique ou de l'accident ischémique transitoire. Alors maintenant, cette plaque d'athérome carotidienne, comment on va la découvrir? Quelles sont les circonstances de découverte d'une sténose carotidienne? Oui? Alors, première circonstance de découverte. Oui? Par exemple, un patient qui a développé une AOMI, on va faire l'examen. Très bien. Donc, une découverte fortuite, c'est-à-dire qu'on a une sténose carotidienne qui est asymptomatique. Elle est là, mais elle est asymptomatique. Elle n'a donné ni AIT, ni AVC. C'est-à-dire un patient, par exemple, comme vous l'avez dit, qui consulte pour une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. D'accord? On examine, on trouve effectivement, par exemple, une abolition du pot poplité et des pots distaux. On dit que la maladie athéromateuse est une maladie générale, donc je vais faire un examen complet. Je vais palper les pots carotidiens, je vais ausculter les pots carotidiens et je tombe sur un souffle. Donc, première circonstance de découverte, asymptomatique, découverte fortuite lors d'un bilan pour une artériopathie ou pour une coronaropathie. Deuxième circonstance de découverte, AIT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire AIT? Accident ischémique transitoire. C'est-à-dire que le patient, il va développer un déficit, mais ce déficit-là,
il est transitoire. Généralement, au bout d'une heure, au bout de 15 minutes, au bout de 30 minutes, il va récupérer. C'est-à-dire le patient, il va consulter, il va vous dire que j'arrive pas à bouger mon membre supérieur, mon membre inférieur, mais au bout de 15 minutes, je récupère. À ce moment-là, il faut penser à la sténose carotidienne et il faut réaliser les examens complémentaires pour confirmer cette sténose carotidienne. D'accord? Troisième cas de figure. Donc on a dit découverte asymptomatique, accident ischémique transitoire, AVC, c'est-à-dire un patient que vous allez recevoir aux urgences avec un déficit, par exemple une monoplégie ou une hémiplégie. D'accord? Alors à ce moment-là, parmi les causes auxquelles il faut penser à la sténose carotidienne et réaliser les examens complémentaires pour la confirmer. Donc mécanisme thromboembolique, mécanisme hémodynamique, on l'a déjà vu. Donc les circonstances de découverte, premier cas de figure, donc auscultation d'un souffle carotidien lors d'un examen systématique chez un patient qui consulte pour HTA, aormie, un anévrisme aortique, lors d'un bilan préopératoire pour chirurgie artérielle, coronaire, aortique, artère des membres inférieurs. Le deuxième stade, donc le deuxième cas de figure, c'est l'AIT, donc l'accident ischémique transitoire. Donc il est entièrement réversible au bout de 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Donc il peut s'agir d'une amorose, une baisse de l'acuité visuelle. Il peut s'agir d'un déficit moteur, d'un déficit sensitif. Il peut s'agir d'une aphasie, donc une aphasie motrice de Broca ou de Wernicke. Donc l'aphasie motrice, c'est-à-dire que le patient, il comprend bien, mais il ne peut pas parler. L'aphasie sensorielle de Wernicke, c'est-à-dire que le patient, il peut articuler, mais il ne comprend rien. Donc c'est une aphasie de compréhension. Donc, troisième cas de figure, donc c'est l'AVC. L'AVC constitué, il peut être léger comme il peut être sévère. Alors, le diagnostic différentiel, c'est les autres causes de l'AVC, donc l'origine vertébro-basilaire, l'épilepsie, la migraine, l'hypoglycémie, ou les autres causes d'AVC, l'hémorragie cérébrale, les tumeurs cérébrales ou les encéphalites. Alors, je reçois un patient aux urgences qui a fait un AIT, un déficit hémicorporel et qui a récupéré au bout de 30 minutes. Qu'est-ce que je fais? Oui, donc je fais mon interrogatoire, je cherche les facteurs de risque, d'accord? Je pense, donc je fais déjà, donc s'il y a RML est disponible, on peut réaliser une imagerie par résonance magnétique. Donc je pense à la sténose carotidienne. Quel est le premier examen à réaliser? Échodoppler. Donc je réalise un échodoppler cervical qui va me renseigner sur le débit et sur les vitesses au niveau des artères carotides. D'accord? Alors il y a l'échodoppler cervical, mais actuellement il y a ce qu'on appelle l'échodoppler transcrânien. C'est-à-dire qu'on peut étudier les cérébrales antérieures, les sylviennes, les cérébrales postérieures, ainsi que les communicantes, et on peut même apprécier cette circulation de suppléance à travers ce qu'on appelle le Doppler transcrânien qu'on réalise à travers l'os. D'accord? Cet examen, il est difficile à réaliser chez 10% de la population, ceux qui n'ont pas de fenêtre osseuse. Donc l'échodoppler cervical. Alors il y a deux méthodes pour mesurer la sténose carotidienne à l'échodoppler. Donc NACET et ECST, c'est deux méthodes différentes. Pourquoi? Parce que la chirurgie carotidienne, la première fois qu'une chirurgie carotidienne a été réalisée, c'est en 1956. D'accord? Mais après, on ne savait pas, est-ce que cette chirurgie carotidienne, elle est bénéfique ou non? Quelles sont les sténoses à opérer? Est-ce qu'on peut opérer une sténose à 30%? Est-ce qu'on opère les sténoses à 40%? Est-ce qu'on opère les sténoses à 70% seulement? C'est pour ça que deux grandes études ont été réalisées. Donc NACET, c'est l'étude nord-américaine,
Et le CST, c'est l'étude européenne. Alors ces études, ils ont commencé ces études en fin des années 80 et les résultats, ils ont été publiés au début des années 90. D'accord? Et la méthode de quantification de la sténose, elle diffère entre les deux études. Alors par exemple, l'étude NACET, on mesure la carotide interne d'aval, le B, la sténose, le A, et on fait le rapport. Par contre, le CST, le C, c'est la valeur supposée du bulbe, le diamètre supposé du bulbe. Donc l'échodoppler, il va nous permettre de quantifier la sténose carotidienne. Donc après l'échodoppler, qu'est-ce qu'on réalise? Très bien. Donc le Doppler transcrânien, on l'a déjà dit. L'angioscanner. Alors l'angioscanner, quel est l'intérêt de l'angioscanner? En dehors de l'étude des axes vasculaires. Oui? Oui? Le parenchyme cérébral. Donc on va étudier le parenchyme cérébral. Donc on va étudier les vaisseaux, les 4 troncs, c'est-à-dire les carotides, les bifurcations, les vertébrales, et on va étudier aussi le parenchyme cérébral. Alors l'autre intérêt de l'angioscanner, très bien, donc éliminer le diagnostic différentiel qui est l'AVC hémorragique, surtout à la phase aiguë. Donc l'angiorésonance magnétique, elle permet l'étude du polygone de Willis, l'étude du parenchyme cérébral, elle est plus sensible que le scanner, surtout dans les premières minutes de l'AVC. Et l'artériographie, donc comme toutes les autres pathologies vasculaires, actuellement, elle est réservée pour le traitement. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette image? C'est quoi comme examen? C'est un angioscanner. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors cette artère, c'est quoi? Donc c'est l'artère carotide interne, la bifurcation carotidienne. Donc celle qui donne une branche, c'est la carotide externe, la carotide interne. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau du bulbe? Donc une sténose très très serrée, d'accord? Ce qu'on appelle une sténose pré-occlusive du bulbe carotidien. Alors c'est quoi comme examen? Non, c'est une angio-IRM. C'est une angio-IRM, donc la crosse de l'aorte, elle est là, le tronc artériel brachiocéphalique ici, avec l'artère sous-clavière, d'accord? C'est quoi comme artère ici? Oui? Thoracique interne ou mammaire interne, qui est une branche de la sous-clavière. Donc, l'artère carotide primitive droite, l'artère carotide primitive gauche, d'accord? Alors ici, on voit une occlusion complète de l'artère carotide interne du côté gauche et une sténose serrée de l'artère carotide droite et un peu en postérieur, les artères vertébrales. Alors ici, c'est quoi? Les artères vertébrales avec le tronc basilaire. Alors on reçoit un patient aux urgences qui a fait un AIT, un accident ischémique transitoire. C'est un patient de 70 ans, tabagique chronique, hypertendu, diabétique, d'accord? Il fait un AIT, il récupère. Je pense à la sténose carotidienne, je réalise un échodoppler qui montre effectivement une sténose carotidienne gauche ou droite à 70%, d'accord? Par le scanner ou l'IRM, l'angioscanner ou l'angio-IRM, qu'est-ce qu'il me reste? Traiter ce patient. Il faut traiter ce patient. Donc, comme on l'a dit l'autre fois, toujours le but du traitement, les moyens et les indications. Alors, quel est le but du traitement? Prévenir. Donc, le traitement de la sténose carotidienne, c'est un traitement préventif. Donc, prévenir l'AVC ischémique. Prévenir l'AVC ischémique. Alors, pour les moyens, quels sont les moyens dont on dispose? Oui. Donc, le traitement
médical et le traitement chirurgical. Le traitement médical, il consiste à quoi? Très bien. Donc, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires, c'est-à-dire dyslipidémie, diabète, HTA, le tabac. Donc, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. Ensuite, oui, donc je prescris les antiagrégants plaquettaires, oui. Toujours dans le traitement médical, donc antiagrégants plaquettaires et statine. Donc antiagrégants plaquettaires et statine. Donc c'est bon, c'est ça le traitement médical. Donc l'HTA, le contrôle des facteurs de risque, dyslipidémie, les cardiopathies, le diabète, l'obésité, les antiagrégants plaquettaires, parfois les anticoagulants, c'est pour les sténoses préocclusives, avant de les opérer en urgence. Et le traitement chirurgical. Donc le traitement chirurgical, il consiste à quoi? Enlever la plaque. Alors quelles sont les techniques qu'on peut utiliser? L'endartérectomie, d'accord? Le pontage, qu'il soit veineux ou prothétique, selon le type de lésion qu'on a sur le scalaire. D'accord? Et même pour les endartérectomies, il y a plusieurs types. Donc il y a les endartérectomies classiques, les endartérectomies par éversion, les endartérectomies classiques avec fermeture sur patch. Donc il y a plusieurs techniques chirurgicales. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Alors l'image que je vous ai mise, c'est Debacker. Donc vous allez voir dans le cours des anévrismes de l'aorte abdominale le signe de Debacker. Donc c'est un chirurgien cardiovasculaire américain. Et il était parmi les premiers qui ont réalisé une chirurgie carotidienne. Donc il a fait beaucoup de choses pour la chirurgie vasculaire. Il a inventé plus de 40 instruments de chirurgie. Et d'ailleurs, ceux qui vont faire chirurgie parmi vous, ils vont entendre pince de Debacker. Donc c'est lui qui l'a inventé. Il était derrière l'idée de la pompe de circulation extracorporelle. Et il a vécu presque 100 ans, presque un siècle. Donc décédé en 2008. Donc c'est lui qui a développé la chirurgie des anévrismes de l'aorte thoracique. Et à l'âge de 96 ans, il a été opéré par ses élèves pour un anévrisme de l'aorte thoracique. Il a séjourné 6 mois en réanimation, il a survécu. Alors sur cette image, donc c'est une image préopératoire d'une thromboendartérectomie carotidienne. Et ce qu'on voit ici, c'est la plaque qui a été enlevée. Alors, à côté du traitement chirurgical, actuellement, il y a l'avènement du traitement endovasculaire. C'est-à-dire que lieu d'aller ouvrir la région cervicale, disséquer les carotides avec toutes les complications qu'on a, et surtout les complications de perfusion cérébrale. Pourquoi? Parce que dans la chirurgie, on fait un clampage carotidien. Si on clampe, donc on diminue le débit de perfusion cérébrale. C'est pour ça qu'il faut prévenir, c'est ce qu'on appelle les moyens de protection cérébrale. Les moyens de protection cérébrale, soit on opère les patients sous bloc cervical, et pendant le clampage, on demande aux patients, si on clampe la carotide gauche, de bouger le membre droit pour voir est-ce qu'il y a un déficit ou pas. Soit on met en place un shunt, soit on mesure les pressions résiduelles, soit on contrôle un contrôle continu en opératoire de Doppler transcrânien, soit un contrôle par l'électroencéphalographie. De toute façon, les équipes à travers le monde, chaque équipe, elle adopte une méthode avec laquelle elle a de bons résultats. D'accord? Donc, la chirurgie, c'est l'incision, c'est les moyens de protection cérébrale, c'est le clampage. Donc, actuellement, il y a le traitement endovasculaire qui est en pleine expansion. Et d'ailleurs, il y avait ce dilemme. Est-ce que le traitement endovasculaire, il peut remplacer le traitement chirurgical? Donc, dernièrement, il y a une grande étude qui a été réalisée, l'étude CREST, et les résultats ont été publiés en juin 2016. Ils ont montré que la chirurgie, elle n'est pas supérieure au traitement endovasculaire. D'accord? C'est les mêmes résultats à long terme, avec tous les avantages du traitement endovasculaire, qui sont une ponction, pas une incision. D'accord? Et un séjour hospitalier qui est très court, c'est-à-dire le patient, il peut sortir le lendemain, absence de lésions nerveuses lorsqu'on dissèque les carotides,
D'accord, donc la chirurgie, elle n'est pas supérieure au traitement endovasculaire. Donc les inconvénients, c'est le coût qui est actuellement cher parce qu'elle consomme beaucoup de matériel. Alors maintenant, quelles sont les indications?